Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Lorraine à Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Yann Kounel. Bonjour Yann. Bonjour Evelyne. Alors, je pense que vous connaissez Yann, il a fait quelques films qui ont marqué les esprits Doberman 99 Cent, Blueberry et très récemment L'homme qui rétrécit, mais ce n'est pas pour cela que Yann est sur le plateau de Résilience Psy, mais pour parler de l'ayahuasca. Donc vous voyez apparaître là sur l'écran un livre, c'est le livre que Yann a écrit avec François Demange, Ayahuasca, le sous-titre Cérémonie, vision, soins, le chemin des plantes sacrées, publié chez Très Daniel. Alors Yann, tu as une immense expérience parce que tu as fait énormément de cérémonies, mais comment est-ce que tout ça a commencé? Comment tout ça a commencé? Ça a commencé par des questions et par une interrogation et la découverte de cet usage des plantes psychoactives par les indigènes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'était plus une recherche un peu métaphysique, hein, ou existentielle. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de percevoir ce monde, se percevoir soi? Alors, oui, certainement, avec des longues pratiques de méditation et parfois quand la vie t'amène dans des espaces particuliers, mais il y a ces plantes. Voilà, donc je me suis dit, je voulais faire en fait un film sur l'expérience mystique, parce que je pense que je voulais en vivre une, je voulais un peu essayer de repousser les frontières ou de redéfinir le réel. Je pense que j'étais pas complètement satisfait de ce que me proposait ma culture de ce point de vue-là, ce qui est la nature de la réalité, voilà. Et, euh, et donc j'ai enquêté, j'ai découvert les plantes, j'ai lu Le Serpent cosmique de Germaine Arbé, mais j'ai lu aussi d'abord Castaneda. Et puis je me suis dit, ben en fait, moi je suis cinéaste, donc la meilleure façon de faire une exploration, c'est de se dire, on va faire un projet de film, et ce film sera comment dire, ben, l'occasion, moi, parce que je vais devoir chercher de vivre des expériences et de pouvoir aussi les remettre dans le film et les partager, en fait. Voilà. C'était le point de départ. Je me sentais pas malade de grand-chose, sauf, comment dire, sauf, voilà, curieux, une sorte de curiosité métaphysique. Et j'ai commencé à partir un peu à la recherche des plantes. Donc, je suis d'abord allé, alors, puisque j'avais ce projet de film, c'était pas mal. Parce que du coup, c'était presque un travail, c'est-à-dire en tout cas que les producteurs prenaient en charge, m'aidaient pour ça. Donc c'est quand même très luxueux, on va dire. Et je suis parti d'abord dans la Sierra Huichol au Mexique pour prendre le peyote avec les Huichol. Et donc ça a été une expérience très forte. J'ai senti, j'ai perçu dans cette expérience qu'il y a quelque chose qui m'échappait et un espace dans lequel ils étaient. Voilà. Ça, je l'ai vu, c'était clair et que il y avait dans le manifesté, quand j'ai reçu des soins d'un maracamé, je me dis, c'est bizarre, j'ai des choses, ils me touchent pas, et j'ai des choses qui se passent dans mon corps. Donc, moi, j'étais pas, comment dire, j'étais pas justement dans ma croyance, était une sorte de, j'étais gnostique, tu vois, voilà, mais c'était presque un peu scientifique. Voilà, je pensais pas trouver ce que j'ai trouvé par la suite. Et donc, j'ai continué mon approche en allant rencontrer les Shipibo, ça c'était en 1999. Et j'ai fait plusieurs guérisseurs, et puis j'en ai rencontré un, Castametza, et là, d'un coup, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai fait une expérience qui était très forte. Et donc, euh, voilà, j'ai vu le pouvoir de guérison de ces plantes. Je dis de guérison parce que comme j'étais curieux, je voulais pas être soigné. Mais en fait, quand on va traverser des états très forts avec les plantes et des visions, on se rend compte immédiatement qu'une partie des choses qu'on expérimente, c'est des choses qui vous rééquilibrent en fait. On va aller visiter des souvenirs, on va faire plein de choses.
qui font qu'au final, j'étais pas allé pour la partie médecine et que j'ai commencé à me dire que ça m'intéressait beaucoup en fait. C'est qu'en fait, j'avais plein de choses que je ne voyais pas parce que on est plus ou moins gravement atteint, on va dire. Oui, on a Et tous des casseroles, même voilà, si on voilà. s'en rend pas Donc, vraiment compte. voilà. Mais là, ça ouvre les armoires, quoi. Voilà, donc là, c'était des casseroles, mais c'était des armoires, c'était un vrai. Voilà, et il y en avait plein. Et donc, je me suis dit, bah, c'est super, je vais continuer par rapport au film, c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, même si au début de cette expérience avec les Shipibo, je me suis dit, bon, bah, le film, c'est pas très important, ce qui est plus important, c'est de continuer à être là et de vivre et de comprendre ce monde qui est incroyable, qui est un cinéma bien plus puissant que le cinéma. C'est vous qui êtes à la fois le projecteur, l'écran et le metteur en scène. Vous n'êtes pas le metteur en scène, vraiment. C'est un peu le guérisseur et les plantes. Donc, donc voilà. Et donc là, c'est là qu'a commencé, on va dire, à ce moment-là, en 99, mon voyage avec les Shipibo. C'est-à-dire que, bien sûr, donc j'y retournais, je faisais Mais des ça a été cérémonies. quoi le point de bascule? Parce que tu dis que tu avais déjà fait des expériences fortes avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience avec les Shipibo, avec ce guérisseur-là, qui fait que, effectivement, ça a vraiment changé quelque chose pour toi et pas simplement, ah, c'est chouette, c'est une expérience forte, ça peut éventuellement alimenter ma créativité, mais qu'est-ce qui a fait le point où ça a basculé pour toi, où quelque chose vraiment a été important à un niveau personnel? Ça a basculé, d'ailleurs, ça n'a pas basculé vraiment à un niveau personnel. Ça a basculé parce que d'un coup, j'étais témoin d'une science de l'esprit, d'un lien avec la nature à un niveau qui n'était répertorié chez nous que dans la littérature fantastique et de science-fiction. C'est un moment, j'ai perdu pied d'ailleurs dans le réel. C'est-à-dire, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on m'a raconté, donc ça fonctionne, mais c'est l'étude d'une couche. Et en fait, il y a tellement d'autres choses et la vie se définit complètement autrement. Ce que sont capables là où sont capables de t'amener les guérisseurs de manière hyper précise, c'est juste, voilà, je suis basculé dans le fantastique. J'étais comme Richard Dreyfus dans Rencontre du troisième type, donc j'ai pas vu d'extraterrestre en soi, mais qui est face à un phénomène qui le dépasse, qui l'obsède et qui le fait perdre les repères. Je crois que c'est quand on a une expérience forte avec les plantes, le premier danger, c'est que d'un coup, on va se retrouver sans repères, puisque le repère culturel qui est associé, voilà, c'est des peuples indigènes. Et donc moi, ma bouée, on va dire, parce que sinon on sombre non pas soit dans la folie, mais pour les autres dans la folie, puisqu'on ne peut pas partager, on a un espace incommunicable entre ceux de ton monde, de ta société, et toi, tu t'es décalé beaucoup, quoi, en fait, voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien sûr continué à aller voir les Indiens, parce qu'il fallait que on peut pas rester à gué, on peut pas commencer à traverser et se dire j'ai jamais vu d'eau et il y a de l'eau, il y a un fleuve et il y a une mer, faut avancer quoi en fait. Il faut avancer pour comprendre un peu plus, pour au moins, quitte à basculer d'un système à l'autre, connaître et comprendre l'autre système. Et donc pour moi, ce qui a été thérapeutique au fond, ça a été de lancer en même temps un documentaire qui s'appelle D'autres mondes Mhm. et qui est Je l'ai fait l'histoire. circuler sur les groupes, donc. Voilà, qui est l'histoire que j'ai fait pour partager aussi cette histoire et qui parle des plantes et donc voilà et surtout ce qui était intéressant c'est que moi ça m'a permis d'aller voir les scientifiques euh, de notre monde qui ce sont eux qui ont vécu des expériences un peu similaires et qui donc ont passé leur vie pour certains à étudier ce phénomène et moi je pense que toutes les gens de science qui vont vraiment explorer ça c'est très courageux parce que le système lui-même, il est complexe de venir travailler dans la science établie sur l'usage des plantes psychédéliques. Pour un cinéaste, c'est très simple. On est de toute façon un saltimbanque. Donc tout ça ne va pas jouer contre vous.
mais pour un scientifique, c'est quelque chose de, c'est une grande décision. Et ce que j'ai aimé rencontrer, c'est que cette même, je dirais pas le mot passion, mais cette même force de devoir continuer à explorer et de partager, les scientifiques ont choisi de le faire. Ils auraient pu rester à explorer les plantes de leur côté. Donc, je trouve que d'ailleurs dans le documentaire, ce qui est le plus beau mouvement, c'est de voir tous ces gens de science qui parlent librement de leurs expériences et du fait qu'ils ont dédié parfois 20 ans de leur existence à l'étude de ce phénomène. C'est ça que je trouve, d'ailleurs, qui revient comme un, comment dire, qui donne de la force en fait au film, puisque c'est, voilà. En tout cas, ce film, ça m'a un peu soigné de le faire quelque part, enfin soigné, rééquilibré avec ma culture, puisque j'ai trouvé d'autres bestioles dans ma culture qui avaient fait cette route, ou en tout cas rencontré ce phénomène. Et donc voilà, et j'ai continué, puis j'ai fait aussi le film, j'ai ramené les Chipipo dans le film, etc. Et puis ça a été l'aventure de Blueberry qui a duré des années pour se faire. Et voilà comment a été ma rencontre. Voilà. Et à partir de là, maintenant, j'ai toujours continué à avancer avec les plantes. Alors plus du tout par curiosité. Euh, et je dis souvent, c'est pas que j'ai eu clairement des réponses, mais j'ai eu la disparition des questions dans ma psyché. Parce que c'est très difficile d'être précis là-dessus, sur les grandes questions, on va dire. Mais voilà, j'ai plus ces questions et ça a été plutôt une pratique pour comprendre, comprendre, apprendre, et puis aussi, ben voilà, être mieux. C'est des plantes, c'est quand je vais un peu moins bien ou que j'ai des problèmes ou des questionnements ou des choses à gérer, effectivement, je vais aller diéter des plantes en Amazonie et c'est ce que je fais depuis 20 ans. Donc tu retournes régulièrement. J'y retourne quand je peux, mais effectivement, oui, j'ai un lien avec l'Amazonie qui est quand même assez régulier, oui, tous les ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre Ayahuasca? Parce que c'est à la fois, vous parlez tous les deux de votre expérience personnelle, mais c'est aussi un guide. Je vais pas dire que c'est le guide du routard de l'ayahuasca, mais c'est quand même un guide qui donne des points de repère. En fait, j'avais fait un premier livre qui s'appelait Carnet de voyage intérieur et qui était un livre où je raconte mon histoire personnelle. Et à côté de ça, j'avais fait le petit manuel de l'ayahuascaïero débutant qui était un manuel à usage de ceux qui justement partent en Amazonie pour leur donner quand même quelques clés parce que quand vous prenez avec des indigènes, il n'y a pas tellement d'explications. Voilà, c'est un autre monde, une autre façon de faire. Et donc quand j'ai fait ce petit manuel, je l'ai fait parce que je me dis, c'était au bout de 15 ans au moins, hein, ou 10 ans, 15 ans, je sais plus. Je me suis dit, voilà, j'ai remarqué, à force de croiser des gens, que moi j'ai vécu une certaine chose, mais quand on donne tel et tel conseil, ça va aider les gens. Et après, j'ai eu le retour comme quoi ça les avait aidés, puisqu'il y a peut-être des gens qui sont partis en Amazonie, qui avaient lu le livre et qui après m'ont contacté en me disant bah, ça m'a bien aidé. Parce qu'on est parfois un peu perdu dans les chemins de diète et dans tout ça. Mais c'était vraiment quelque chose de tout simple. C'était un petit objet, c'était peut-être 50 pages ou 40 pages, qui donnait un peu le bas à bas des quelques attitudes et de comment un peu ça fonctionne. Et les années passant, je me suis dit, ça serait bien parce que je me rendais compte que on parlait, on conseillait beaucoup sur des choses de l'usage des plantes et des plantes de diète, mais en même temps, il y a une telle procédure particulière, il y a tellement de choses, je me suis dit, puisqu'il y a plus de gens qui ont avancé dans leur chemin, qui ont pris plusieurs fois, qui ont commencé des diètes de plantes, ça serait peut-être bien de refaire un livre qui serait donc un peu le manuel, mais de la OSKO, pas forcément débutant. Ou d'ailleurs j'ai eu le retour, ou même des pratiquants qui ont des dizaines d'années aussi d'expérience et tout, on dit ah bah tiens j'ai trouvé des choses que je ne connaissais pas et c'est très rare. Ou en tout cas il y a une chose qui a été dite qui m'a parlé et de la même manière puisque c'est des conversations avec François Demange qui est très avancé,
moi, j'ai appris plein de choses en faisant ce ping-pong. Donc, voilà, c'est essayons de partager et de dire, voilà comment fonctionnent, en tout cas, les Shipibo, les indigènes. Voilà ce qu'on a compris, voilà ceux qu'on n'a pas tout à fait compris, mais qu'il faut se comporter comme ça. Et puis surtout, pourquoi, comment, pas comment physiquement, quel guérisseur où aller. Ça, c'est pas le propos. Chacun trouve le sien. Puis maintenant, il y a suffisamment de gens qui sont allés rencontrer les plantes que voilà, il ne s'agit pas de donner un endroit ou un lieu, mais de donner une procédure, de donner des conseils dans l'ouverture de l'ivresse, dans les parties difficiles, dans les diètes, comment elles se structurent, qu'est-ce qu'elles vous apportent, pourquoi les faire. Et en racontant à la fois des choses qui nous sont arrivées, c'était important pour moi de venir remettre une nouvelle type d'information dans notre monde, dans notre tribu, qui pourrait aider ceux qui utilisent les plantes et même ceux qui veulent travailler avec les plantes, hein, les utiliser, c'est travailler avec, hein, pardon. Euh, et puis montrer aussi, parler de comment les indigènes perçoivent le monde des plantes, les usages, qu'est-ce qui est, voilà, essayer de faire quelque chose qui n'existe pas vraiment en fait. J'avais remarqué, moi, quand j'ai fait le premier, je me disais, mais il n'y a pas un petit manuel. C'est-à-dire, on nous dit rien, on nous dit, on a des tas de théories d'un côté scientifique, ce qui est super, hein. On a de la science, on a de l'anecdote, on a de l'aventure. Ça pourrait être ça, mais voilà, quand on s'assoit, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut, comment se préparer psychiquement, comment se préparer physiquement, de manière plus précise que ce qu'on trouve quand on va faire des retraites d'ayahuasca. On donne une liste d'aliments à proscrire, en tout cas à cultiver, puis de faire attention à ça. Mais c'est un petit polycopier ou une photocopie, c'est un PDF de 2 pages. Voilà. Là, c'était de faire quelque chose. Si quelqu'un veut aller vers ce chemin et qu'il a plein de doutes et tout, il va rencontrer certaines épreuves. Il faut faire attention quand il y a moins d'épreuves et plus de bénéfices immédiats. Il faut être très vigilant. Voilà, voilà, c'est une navigation bénéfique, mais dans laquelle on peut à la fois perdre du temps, se perdre et se retrouver, se perdre du temps plutôt. Je pense que moi j'ai vu beaucoup de gens qui ont tapé des murs, des choses qui c'est pas compréhensibles et on se dit parfois c'est juste quelques mots, quelques conseils bien placés qui pourraient les aider. Ça, je l'ai vu avec des cérémonies aussi, moi, où d'un coup on voit quelqu'un est en difficulté, alors qu'elle a diété 1 an, qu'elle est en colère parce qu'elle est toujours dans la machine à laver des plantes, alors que les guérisseurs ils lui ont dit gentiment, ben voilà, c'est bon, maintenant tu es guérisseuse, tu as toutes les diètes qu'il faut, et que la personne, elle est de nouveau à chaque fois dedans. Et donc on se dit, oui, mais en fait, quand ça se passe, parce que ça, ils vous le disent pas, les Indiens, ils vous le font vivre, mais il faut le capter, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde indigène où on se dit c'est de par l'expérience propre de la personne qu'à un moment donné, s'il tape 3 fois un mur, il faut le laisser taper le mur, parce qu'à un moment donné, il va le passer, il va trouver sa propre porte. Et c'est toujours une chose de dire par la parole, ben voilà, fais ça, que de le comprendre profondément. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a un entre-deux, c'est-à-dire que ça, c'est la base de l'usage indigène. Il va comprendre par lui-même. On va l'amener. Voilà, c'est comme la gravité. Si une personne prend de l'ayahuasca, elle va avoir ce type de pensée, ce type de pensée. Voilà, et comprendre le chemin, le mouvement de la pensée qui vous traverse, de comment travailler cette identification à la pensée et comment ne pas la saisir dans des états très fragiles quand on est sous l'ivresse. Et voilà. Et c'est vrai que quand on apprend de cette manière-là, ben c'est plus profondément inscrit. Mais il se trouve que l'autre méthode dans notre culture, pour des gens de notre culture, c'est-à-dire de quand même donner des conseils en utilisant le verbe, peut créer des chocs, puisque là, avec juste quelques mots, le lendemain, d'un coup, la personne, elle était éliminée parce qu'elle a juste suivi un conseil et qu'on lui avait pas donné.
et Tu qu'elle peux n'avait pas donner ce découvert. conseil, dire ce conseil pour voir qu'est-ce qui a pu se jouer Ah pour bah elle. oui, oui, je peux le dire, parce que si quelqu'un nous écoute et qui prend des plantes, ou qui un jour il décide de prendre des plantes, je pense que c'est le conseil le plus important. C'est que quoi qu'il arrive pendant une cérémonie, qu'on soit euh, dans le positif, la lumière ou l'ombre, c'est c'est de pas attraper les pensées qui nous traversent parce qu'elles sont générées aussi dans le mouvement de notre psyché. C'est de se concentrer comme un mantra, et même si c'est obscur, c'est pas de rejeter la vision. C'est de dire, c'est juste de bien physiquement et psychiquement faire une unité et s'ouvrir à l'ivresse pour traverser la chose, de pas résister, s'ouvrir et remercier la médecine. Chacun avec ses mots, mais c'est comme un mantra. Mais si médecine soigne-moi, juste avec cette phrase, bah, il faut encore pouvoir s'en souvenir, mais c'est pas très compliqué. Voilà. Si on arrive là, alors qu'on est dans un moment où on est mal et tout, et qu'on demande quand même à la médecine de vous soigner, et ben là, vous allez le traverser parce que vous n'allez pas faire un front où votre psyché, votre corps résiste parce qu'elle est en train de vous nettoyer, mais les énergies qui sont en train de se nettoyer en vous, c'est des énergies qui font partie de vous. Et donc, elles n'ont pas envie de partir. Elles vous possèdent un peu. Une multitude de choses. Et donc, on se dit, mais pourquoi j'ai ça, j'ai mal, je veux pas, je rentre pas. Mais en fait, il faut vraiment avoir en fait une forme de foi aussi en la médecine et à sa capacité de vous soigner. Et ça, en général, on peut l'avoir à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut fructifier de manière à ce que quand ça va mal et que ça peut durer plusieurs cérémonies, et parce qu'il y a un gros nettoyage à faire, on a quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, mais avec de l'obscurité, il faut rester dans cette confiance, en fait, et dans cette ouverture. Voilà. Et juste avec ça, je pense mais même moi, je l'oublie, hein, parfois. Ça dépend de la nature et de la puissance de l'expérience. Mais il y a toujours un moment donné où on s'en souvient. Et si on s'en souvient, eh ben, ça se passera beaucoup mieux. En tout cas, pour cette personne, c'est passé beaucoup mieux parce que du coup, elle a pu traverser son obscurité sur laquelle elle butait depuis toute la nuit. Elle a lâché son mental de ses auto-jugements, perceptions. Hein. Elle s'est juste ouverte et du coup, les plantes ont pu faire leur travail. Et derrière, elle a pu goûter aussi au monde dans lequel on se nourrit, qui sont beaucoup plus lumineux et beaux et extatiques et voilà, qui sont l'amour, il y a une force d'amour qui vous soigne. Et si on arrive d'un coup, si on arrive à connecter son propre amour avec celui qui arrive avec vous, alors là, on renforce, on cultive ce qui est bon. C'est une histoire de cultiver, en fait. Les guérisseurs indigènes, ils disent deux choses, ils vous disent pas, vous leur raconter toutes les histoires. Vous dites, voilà, alors j'ai ça, mais alors j'ai ça, puis alors j'ai une vision comme ça. Voilà. Il y a les bonnes énergies, il y a les mauvaises énergies. On va enlever les mauvaises et cultiver les bonnes. Et je me suis toujours dit, mais c'est pas ce qu'ils font, c'est beaucoup plus complexe ce qu'ils font. Mais non, en fait, c'est ça. Après un jour, j'ai bien compris que en fait, c'était juste ça. C'est la complexité, c'est la manière dont la conscience de la personne dans l'espace où elle est le fait. C'est sa connaissance, comment il devient transparent par rapport à l'intelligence des plantes, à leur médecine, aux esprits des plantes, pour les laisser travailler. Et cette complexité nous dépasse, mais c'est pas lui vraiment. Lui, il doit se maintenir dans un espace où il laisse les plantes rentrer, travailler, et lui doit surveiller d'être toujours dans le bon endroit, dans son cœur, dans le bon endroit. Mais ça paraît simple, mais ça demande beaucoup, beaucoup de connaissances, de pratiques et de diète pour arriver dans les grandes ivresses à rester dans cet endroit. Mais vous avez utilisé, je sais pas si c'est toi ou si c'est François, une belle métaphore en disant qu'en fait, c'est un peu comme si on était au bord d'une falaise, mais on sait qu'en fait, il y a un filet à 10 mètres, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est moi qui ai raconté ça. En fait, l'ivresse, quand elle commence avec les plantes, c'est là que c'est difficile de s'habituer. C'est une ivresse c'est très particulier l'ivresse. C'est-à-dire que d'un coup, on va perdre un peu le contrôle de notre corps et on va résister à quelque chose parce qu'il y a de la nausée.
Oups, on a l'impression moi je comparais, j'ai fait une BD où j'ai pu le faire en dessin, où je comparais souvent le début de l'ivresse et le rapport entre le corps et la psyché, entre un homme et un chien, qui a son chien en laisse. Notre psyché, c'est l'homme et le corps, c'est le chien. On l'amène. Alors, parfois, il tire un peu sur la laisse parce qu'il a vraiment envie de pisser, donc on y va. Mais sinon, on lui dit d'aller là, de se coucher là, de faire ce qu'il a à faire. Et là, quand vous prenez un RSK, ce petit chien devient un tigre de 10 mètres et il vous regarde dans les yeux. Et alors là, vous êtes terrifié parce que vous avez l'habitude de le mener comme un petit chien, ce corps. Mais c'est vous, en fait, puisque bien sûr, vous êtes cette unité entre la psyché et le corps. Mais c'est un peu cette sensation, c'est-à-dire que le vertige, il vient de sa propre grandeur, de ce propre tigre qui grandit, et on doit lui laisser. C'est lui qui navigue, en fait, c'est le corps, c'est l'esprit doit à ce moment-là rester dans un signal qui fait que le corps soit bien, soit tranquille. Voilà. Donc, s'il a peur de ce tigre gigantesque, bah, le tigre il va devenir nerveux. Et voilà. Donc, il faut pouvoir tendre la main, la poser sur le museau du tigre et dire je suis avec toi. Là, le tigre se détend et l'ivresse peut s'ouvrir mieux. Et donc, il y a ce rapport quand l'ivresse commence à avoir l'impression, c'est qu'on vous pousse là sur le thorax. Si vous êtes au bord du vide, vous allez forcément résister. C'est pour ça que je le compare. Ben, il faut apprendre à lâcher, à lâcher, à lâcher, parce que derrière, on a vu il y a 10 mètres, mais il y a un filet. Mais on n'a pas envie, même quand vous faites un saut, ouais, on n'a jamais envie même de faire ça. S'il y a 2 mètres, même à la plage, on n'a pas envie et qu'on vous pousse. Et là, il faut accepter de se détendre, de se laisser pousser. On bascule et on a un filet qui nous rattrape. Mais en tout cas, l'ivresse, il y a souvent, elle commence comme ça. Et si vous écoutez les chants de manière précise des Shipibo, vous vous rendez compte souvent que les ouvertures de chants, elles partent de je me laisse, ok, je me rends avec merci, avec le cœur. Et dans ce râle, le chant s'ouvre parce qu'il faut partir d'en bas. Il ne faut pas partir. Voilà. Après, le chant peut devenir guerrier parce qu'il y a des énergies avec lesquelles il y a peut-être une lutte à faire pour le soin qui est en train de se produire ou une concentration qui demande d'être pas dans ses émotions. Voilà. Alors, c'est pas si évident, je trouve, dans notre société occidentale où on est beaucoup dans l'autonomie. Donc, l'autonomie, ça veut dire que ben, on fait confiance à une personne, c'est soi-même. Et là, on fait confiance à une plante, on fait confiance à un chaman qu'on ne connaît pas nécessairement très bien. Tu parles même deux fois, enfin deux fois, évidemment, j'ai bien compris, dans les plantes. Mais je trouve que c'est pas si évident pour un occidental. Moi, je fais de l'hypnose et je vois déjà même avec l'hypnose, les gens disent, ah non, non, mais moi, j'ai quand même un peu peur parce que j'ai besoin de contrôler. Et là, on est dans quelque chose qui est très à l'opposé de ça. Oui, souvent, il y a des gens que j'ai croisés qui font des choses très, très. Des cascadeurs ou des gens qui font des choses très, très risquées. Je suis admiratif du contrôle et de courage qu'il y a à dominer ses peurs. Hein. Mais souvent, dans la discussion, il dit, mais moi, je ne pourrais pas le faire parce que je ne peux pas ne pas contrôler. Et ça, c'est un vrai truc de notre monde. Euh, on a tous envie de contrôler nos existences et de contrôler ce qui se passe en nous. Voilà, et ça, il faut lâcher. Donc, ça nous demande un effort. Et si on lâche le contrôle, c'est qu'il faut avoir la confiance. Parce que ça nous arrive tout le temps. Hein. On ne pilote pas l'avion, on a confiance en d'autres personnes qui vont nous amener quelque part. Et là, il faut avoir cette confiance. Et cette confiance, elle se construit. C'est une étape, c'est une étape, c'est une série d'étapes, pardon, où au début, c'est normal qu'on ait peur. On a toujours peur de l'inconnu. Et puis moi, je suis trop sensible. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Je peux pas perdre le contrôle. Et ou alors, on prend. Et puis là, ça fait rien. Mais bien sûr, c'est moi. Moi, voilà. Moi, je suis le seul. Ça m'a rien fait. Tous les autres sont partis. On a toujours un truc. On attend quelque chose d'expérience. On a peur que ça marche trop, et on a peur que ça marche pas. Et en fait,
il y a tout un rapport entre les plantes et votre corps. Et ça, et encore une fois, les guérisseurs, ils sont au service des plantes. Hein, donc, je dirais, entre ceux qui sont au service des plantes, entre le monde des plantes, votre corps et votre psyché, il y a un apprentissage, une rencontre pour qu'il y ait la confiance. Euh, et voilà, et ça prend un certain temps. Mais à un moment donné, même celui qui ne veut pas lâcher, il est obligé. Et c'est là que ça s'ouvre. Et c'est assez logique. Si on veut, on parle tous dans les mondes un peu alors l'unité, etc. L'unité, ben voilà, c'est le moment de tout lâcher. Donc les plantes, ça vous force à avoir ce type d'expérience. Après, bien sûr, on se reconstruit on se réagence, on retrouve son identité propre et sa personnalité, mais à un moment donné, on rentre dans un espace où le jeu, l'identité propre, elle peut pas être celui qui mène la danse. Parce qu'en fait, elle est en train d'éclater. Parce que notre identité, c'est quelque chose de complètement construit. Et à un moment donné, dans la psyché, vous prenez conscience que vous n'êtes pas tout à fait le même quand vous êtes de bonne humeur et de mauvaise humeur, quand vous êtes dans la joie et dans la peine, quand vous êtes dans la colère et dans la peur, et que vous avez des principes. Vous devenez une sorte de une créature, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et on joue comme ça. Quand vous prenez les plantes à un niveau un peu fort, à un moment, vous avez toutes les créatures qui sont là en même temps. Si vous voyez la joie, la peine, la peur, et qui je suis. Parce que, et en fait, on ne peut pas choisir, en fait, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de son identité qui s'effondre, une prise de conscience. Et c'est là qu'on est obligé de lâcher. Et après, tout ça revient. Mais c'est le dosage. C'est là où la médecine va essayer de remodeler un petit peu la personne pour juste qu'elle soit mieux. Voilà, un peu moins dans la peur, plus dans la joie, moins affecté par certaines choses, et plus dans l'émerveillement, dans la gratitude. Parce que une des choses qu'on prend conscience aussi, c'est avec les plantes, c'est quel incroyable cadeau que l'existence, et que juste de respirer, de pouvoir exister, c'est en soi déjà un immense cadeau. Et donc voilà, ça nous aide à relativiser aussi certaines choses. J'aime bien la métaphore que vous avez reprise. Je pense que c'est celle de Castrup avec les codes, l'écran et puis en fait la réalité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, quoi? C'est-à-dire que on s'identifie à bon, à l'ego dans le sens moi je suis différente de toi, je suis différente de l'arbre, je suis différente de mes chats. Et puis, on est dans des espaces où en fait, on se rend compte que cette réalité-là est très différente. C'est ce que tu disais en commençant l'entretien. C'est une très belle métaphore. Est-ce que tu peux l'expliciter? Alors, si tu parles de Bernardo Kastrup, je trouve que c'est quand même un scientifique qui a une belle approche de la possibilité de notre réalité. Donc lui, sa métaphore, c'est le tableau de bord. C'est-à-dire que la réalité qu'on partage ou qu'on perçoit, c'est ce qui nous permet d'agir dans le monde, de communiquer entre nous, de savoir ce qui est dangereux, où sont de se nourrir avec les odeurs. Enfin voilà, on peut se protéger de la prédation et on peut naviguer de manière à se nourrir, vivre, se reproduire et avancer. Et voilà. Mais c'est pas la réalité, c'est le tableau de bord qui nous permet de naviguer. Et lui dit la réalité, si on était tout le temps dans la réalité, puisqu'on est limité par nos sens, pour justement faire ce tableau de bord, c'est une limitation, une compression pour que on puisse naviguer. Si maintenant on n'avait plus cette compression, on mourrait très vite si on était tout le temps comme ça, parce qu'on pourrait plus communiquer, on pourrait, enfin voilà, tout deviendrait euh, comme si on était sous l'effet de très fortes plantes tout le temps. Donc c'est pas possible. Voilà. Et donc à partir de cette idée, moi je trouve ça assez logique cette idée-là, puisque les plantes te révèlent quelque chose qui ne va pas être utile pour manger, te nourrir, survivre et tout dans le présent, mais qui va au contraire t'amener une connaissance sur toi et sur le monde
beaucoup plus profonde. Mais par contre, pendant une période de temps, de quelques heures, dans lequel, si tu es dans un endroit à peu près sécurisé, tu ne peux pas agir, mais tu es protégé. Et donc, une fois que tu as quitté cet état, tu vas pouvoir avoir une connaissance d'un côté et une médecine pour te rééquilibrer, et l'autre. Et qu'en fait, moi, je prends l'exemple par rapport à ce que dit Bernardo Castrup du casque de réalité virtuelle. Parce que j'avais fait des expériences en réalité virtuelle. C'est en fait, nous, on vit avec des casques de réalité virtuelle qui nous montrent notre environnement à travers des caméras. Et puis, mais très limité. Admettons que ce soit que des traits et des fils. Et puis, à un moment donné, prendre les plantes, c'est enlever le casque. Voilà. Alors, on se retrouve dans un univers qui est. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un petit peu. Moi, la sensation que j'ai eue, c'est. J'ai eu l'idée de rentrer d'un coup dans quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, mais dont je ne comprenais même pas la navigation, voilà, dans lequel j'étais amené, comme ça, en tant que voyageur. Et quelque part, ce que dit Bernard de Castrup, et là, il est prouvé par la science. Moi, j'ai longtemps cru, parce que j'ai écouté aussi d'autres gens qui nous disent que en fait, notre cerveau fonctionne, un hémisphère fonctionne et puis l'autre. Et puis parfois, il y a de l'hémisynchronisation avec des sons ou des états. Et je me disais peut-être que les plantes, ça doit être aussi de l'hémisynchronisation. C'est-à-dire d'un coup, on perçoit tout parce que notre cerveau fonctionne en unité. Voilà. Et puis en fait, Bernard de Castrup, il dit quelque chose de complètement différent. En fait. Il dit que les plantes, ça éteint le filtre de compression. Voilà qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce filtre de compression, qui on est bien heureux de l'avoir, pour être là où on est aujourd'hui, être les maîtres de la matière. Mais à un moment donné, les plantes l'éteignent et d'un coup, vous voyez tout. Et vous ressentez tout, vous percevez plus. Vous rentrez dans ça. C'est donc pas quelque chose qui marche avec du plus, mais avec du moins. Ça, je trouvais que c'était passionnant voilà, comme concept. J'ai de nouveau un blanc parce que je t'écoutais vraiment inspiré par tes paroles. Tout ça, je coupe évidemment au montage. Euh, alors, en fait, tu dis, bah, avec toutes ces expériences, tu es plus heureux, tu as de la gratitude. Ça veut dire qu'une fois qu'on revient du côté du tableau de bord, on garde quand même quelque chose de ce qu'on a vu de l'autre côté, mais pas nécessairement. J'imagine aussi quand les gens reviennent d'Amazonie, reprennent leur boulot, métro, dodo, scroll Facebook etc. Et donc ça se perd aussi peut-être assez vite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce qu'on a vécu reste ancré? Ben, ça, c'est normal, en fait. En fait, au fond, les plantes, ce qu'elles vous montrent, hein, moi, je dirais aujourd'hui, les plantes, elles vous montrent le chemin que vous pouvez faire pour aller mieux. Donc, elles vont vous faire aller mieux en vous ayant sorti plein de choses et vous allez aller beaucoup mieux. Mais en fait, à la moindre pensée, toutes ces choses, elles peuvent revenir. Et après, vous dites, c'est pas de l'acquis. Il n'y a pas d'acquis avec les plantes. Les plantes, elles vous montrent simplement une attitude à avoir, voilà. Et à un moment donné, si vous êtes rattrapé par vos mauvaises habitudes, vos vasanas, comme diraient les Indiens, mais vos tendances, bah, vous allez retourner au même endroit. Alors, mais pourquoi c'était sorti? Non, on vous a montré, on l'a sorti. Vous voulez être là, voilà, il faut faire ça. Il faut plus avoir ce type de pensée, ce type de d'action, voilà. Et, et si elles reviennent, ben, après l'état va revenir, c'est logique. Donc comment faire? Ben, avoir un petit peu de discipline, voilà. Et puis trouver, enfin moi en tout cas ce que je fais, donc moi je vais quand même régulièrement en Amazonie, mais ce que je fais, sinon quotidiennement on va dire, c'est je fais des respirations. Une demi-heure de respiration. Il y a un mec qui est super sur YouTube qui s'appelle, c'est Breathe with Sandy. Voilà. C'est- Moi, j'ai trois, quatre respirations que j'aime de lui et je fais ça tous les jours. Parce que j'ai vu son pouvoir thérapeutique à ses respirations. Alors moi, je mets mes plantes dans mes respirations. Je remercie mes plantes, toutes les plantes que j'ai diétées, donc j'ai customisé, parce que c'est aussi dans un monde, voilà. Donc moi, j'ai customisé dans le monde des plantes des exercices de respiration.
Donc ça me sert à bien maintenir le lien psychique avec la force de la respiration, ce lien. Et puis sinon, je fais aussi au moins, je pense, une demi-heure de lampe de Roxiva. C'est une lampe, c'est la luminothérapie. Voilà. Et Tu peux en c'est dire un quelques mots? oui, c'est un magnifique outil. Et ça va faire 3 4 ans. Voilà. En général, si je suis fatigué, si à un moment donné, je manque d'inspiration, s'il y a différentes choses qu'on peut traiter ou faire avec, retrouver de l'énergie physique, de retrouver de l'énergie psychique, de nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a. Et donc, je me mets sous la lampe, j'écoute les chants et je fais un voyage en fonction de ce qu'il y a besoin, en bêta, en θ, en alpha. C'est une lampe qui va synchroniser, la lumière va synchroniser, va t'amener dans des états de sommeil, demi-sommeil, sommeil profond, voilà. Et puis, c'est tout un chemin comme ça. Et moi, je trouve que c'est utile. Mais encore une fois, Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport, parce qu'aujourd'hui on trouve quand même beaucoup de ces lampes sur le marché. Je pense qu'on en trouve aussi chez Nature et Découverte. Qu'est-ce que celle-là a de spécifique? ah ben ça c'est un peu le modèle pro, quoi, en fait, la Roxiva. Tu vois, c'est un modèle plus puissant. Déjà, il est beaucoup plus puissant en termes de lampe. Il a été travaillé à un autre niveau, mais c'est un outil pour thérapeute, hein, un particulier. Ça n'a pas forcément de sens de s'acheter une Roxiva parce que Oui, c'est pas bon marché, hein. voilà, voilà. Mais bon, j'ai essayé effectivement d'autres lampes et ce qui est très bien d'ailleurs, ça marche. Moi, j'ai la chance d'avoir une Roxiva, donc je- voilà, c'est pareil. On peut très bien faire 3000 km de route avec une 4L qu'avec une voiture beaucoup plus confortable. Mais moi, je trouve que pour les états modifiés, c'est vrai que ça, il y a il y a un côté jet en l'ayant comparé à d'autres. Mais moi, c'est pareil. Ce que ça va me réveiller, c'est ça va me ramener dans le monde des plantes. Parce qu'une fois qu'on est loadé dans les états modifiés avec une pratique, cette pratique, elle va être la pratique centrale et source. Et donc, va venir l'utilisation de la méditation, de la lampe, enfin des lampes, ou quel que soit, du yoga. Je fais du yoga aussi, en moins de 3 heures, 2 3 heures par semaine. Donc voilà. Moi, j'ai des outils. Et au centre, j'ai les plantes avec lesquelles, alors c'est plus facile après 25 ans de se dire que bien sûr, c'est toujours dans votre psyché maintenant. Et si vous faites d'un coup un séminaire, vous faites 10 cérémonies, ou 15 ou 20 ou même 50, il y a un moment donné, vous avez vraiment encore deux mondes. À un moment donné, les mondes fusionnent dans une pratique à long terme. Donc moi, j'ai moins ce problème-là, mais je l'ai quand même. Des fois, je peux être happé par mon travail ou happé par un problème dans la vie. Et ça, c'est vrai que d'un coup, je vais rechercher ce que j'ai appris avec les plantes et l'énergie des plantes à travers des méditations, de la lampe, du yoga. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur les plantes parce que évidemment, quand les gens font des cérémonies ayahuasca de façon un petit peu illégale en France, en Belgique, etc., bah, comme tu dis, on reçoit un petit papier avec la diète, c'est pas d'alcool, c'est pas de sexe, c'est pas de sel, enfin, c'est des petites choses comme ça, pas de viande rouge. Euh, et puis c'est tout, on arrive là et effectivement, on a ce mélange ayahuasca avec la liane et les feuilles. Mais toi, tu dis aussi que c'est beaucoup plus complexe en fait. Quand on va chez les Shipibo, on peut aussi diéter les plantes. Et j'aimerais bien que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cet aspect-là, que tu parles en fait des autres plantes et Mm. de ce que ça veut dire diéter, hein, puisque tu as repris plusieurs fois ce terme-là, que diéter une plante, c'est pas simplement s'astreindre à une sorte de régime sans sucre, sans graisse, sans sel avant de faire une cérémonie, que c'est bien plus que ça. En fait, il y a deux choses. Souvent, quand on parle de diète, on pense à cette diète. C'est-à-dire, c'est juste là une diète préparatoire à la prise d'ayahuasca pour permettre juste à ce que ton corps soit un peu plus préparé à la au roller coaster qui va se passer. Voilà, qu'il soit juste un peu préparé parce qu'il y a forcément des réactions avec tes aliments. Mais ça, c'est pas une diète, ça. Ça, c'est juste ta formule c'est une diète préparatoire. La diète,
la dieta, chez les Indiens, c'est là qu'est l'apprentissage, la connaissance et le soin. C'est-à-dire que l'ayahuasca, même si c'est une plante qui a sa propre médecine et son monde et ses visions, bien sûr, voilà, mais c'est une porte d'entrée pour l'utilisation d'autres plantes thérapeutiques qui ne sont pas forcément des plantes psychoactives, mais qui sont quand même des plantes visionnaires. C'est-à-dire que euh, les plantes, elles vont stabiliser votre état, elles vont traiter ce que vous êtes devenu plus que l'ayahuasca prise avec la chacrona. Une diète, c'est partir au moins 2 semaines, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, un an, 2 ans, avec là une diète alimentaire très stricte, qui est à peu près l'équivalent alimentaire et comportemental très strict, et de prendre un petit verre de cette plante que vous allez diéter, qui peut-être même, il y a des plantes en Europe qu'on peut diéter, j'en prendrai deux, la rose et le chêne par exemple, que moi j'ai diété, qui sont des vraies grandes médecines. Et après, vous rentrez dans une relation un peu intime avec ces plantes-là pendant une période, et le guérisseur vous relie à la médecine de cette plante, parce que les plantes, elles ont des mondes de médecine et des mondes d'obscurité, elles ont plein de choses, c'est des mondes comme nous. Donc, faire bien attention à ce lien. Vous êtes isolé dans la forêt ou dans la nature, et puis vous allez commencer à rêver. Il y a toute une façon de recevoir le soin ou l'apprentissage de cette plante qui est très différent. C'est très différent de prendre de l'ayahuasca. Et quand vous prenez, vous, l'ayahuasca dans une cérémonie alors que vous êtes en train de diéter, vous pouvez voir le monde de la rose, du chêne. L'ayahuasca devient une porte. C'est ça qui est assez merveilleux. C'est une médecine en soi, bien sûr, hein. Mais il y a d'autres médecines et il y a comme ça une centaine de plantes. Bon, je pense même à l'infini parce que il y en a dans plein de cultures, mais des plantes thérapeutiques et guérisseuses qui vont voilà, vous apprendre, vous transmettre leur médecine, et qu'un guérisseur qui va chanter quelqu'un pour le soigner, il va attendre de savoir quelle plante de tout ce qu'il a diété. D'un coup, il y a une plante qui va dire c'est moi qui peut soigner cette personne. Donc il va dire d'accord, alors vas-y. Et la plante vient et il se met à chanter. Alors bien sûr, sa psyché est reliée à ça, mais il est plutôt à l'écoute. C'est comme une tour de. Voilà, il est plutôt le pilote. On lui dit ah, bah, bascule à gauche, c'est par là qu'il faut aller. Ok, je le fais. Et c'est la plante qui mène la danse. C'est toutes ces plantes, toute cette pharmacopée. Donc la diète, elle est importante pour les guérisons, d'ailleurs, surtout de choses qui sont graves ou difficiles. Et puis, elles sont essentielles à l'apprentissage de cette médecine, parce que les professeurs sont les plantes. C'est pour ça que les guérisseurs indigènes, ils ne vont pas vous raconter beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, tu veux apprendre, bon ben voilà, ben, tu vas diéter un an telle plante, ou 6 mois, on va commencer par ça. Et il va faire le chant d'ouverture pour bien relier celui qui va commencer sa diète à la médecine de la plante. Et après, la personne dans son coin, et toute la nuit, le jour, avec vision, pas de vision, avec des pensées, avec des émotions, il va recevoir. Puis à un moment donné, au bout de quelques temps, de plusieurs mois, d'un coup, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il va commencer à sentir des mélodies qui arrivent, mais s'il est bien aligné. Donc, la plante va le nettoyer en profondeur de tout ce qui se mettrait en chemin entre justement la lumière, entre la médecine de cette plante et la personne. Donc, une diète, ça, vous pleurez, vous savez pas pourquoi, vous êtes dans des états très particuliers, sans vision, hein, c'est pas psychoactif. Et tout ça, c'est un travail pour vous préparer physiquement et psychiquement, nettoyer le psychique, nettoyer le physique, et travailler les diètes et la médecine, hein, et même la médecine des plantes, elle travaille sur cette unité corps-esprit. Voilà, il n'y a pas, la pensée vient du corps, l'émotion, la pensée lance l'émotion dans le corps, voilà. Et travailler à cette unité, ça c'est une des grandes choses. Parce que quand on arrive à avoir une belle unité corps-esprit, on est déjà dans un espace plus près d'une certaine réalité, hein, la nôtre, de ce qu'on est, et puis on est un peu plus posé dans l'ivresse. On a tendance, hein, nous, enfin moi en tout cas, mais les humains, à être attrapés par d'un coup des pensées. On voit à quel point une pensée, une peur, une chose qui vient de nous traverser, elle nous attrape. Et toute l'idée est de travailler à
voire diminuer ses empreintes. Voilà, moi, j'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Mais par contre, quand je me fais attraper, je sais qu'à partir du moment où je le vois, hop, j'arrive à voir les choses d'une autre façon. Il y a un chouette podcast, je trouve, qui parle très très bien des pensées. C'est à partir de ces Sydney Banks c'est les trois principes de Sydney Banks. Et il y a des chouettes vidéos sur lui. C'est Liv Brunet qui fait ça. Et c'est très intéressant pour dompter, intégrer, rapport conscience-pensée. C'est où on vit en fait. En fait, on vit dans nos pensées, on vit nulle part ailleurs. On vit dans nos pensées. Pour regarder la même chose, il y en a qui va le trouver beau, l'autre utile, l'autre voilà. On vit dans nos pensées. Et comment prendre consciemment ça de manière à travailler son jardin intérieur. Et c'est très proche des plantes. Et je trouve que avec des mots, là, pour le coup, Sidément, c'est Livre Brunet en parle très bien. C'est très proche de ce que vous apprennent les plantes, mais c'est très bien verbalisé. Dans notre monde matérialiste, c'est quand même compliqué pour les gens de comprendre que les plantes puissent avoir une sagesse, qu'elles puissent travailler. Et en plus, on n'est pas seulement des matérialistes, on est aussi je sais pas comment on peut dire ça, mais on est un peu des prédateurs, hein, pas même pas un peu d'ailleurs, beaucoup. Tu disais tout à l'heure, tu t'es repris parce que tu as dit travailler avec les plantes et pas utiliser les plantes. On est quand même dans une société où on croit que les plantes, elles sont à notre service pour bouffer ou pour faire bouffer les animaux. Alors c'est une toute autre pensée que de se dire qu'elles ne sont pas là que pour être utilisées et que il y a quelque chose en elles qui nous dépasse. Je crois que beaucoup de gens, quand on leur parle de l'Amazonie, des chamans, le monde des esprits, ils voient ça comme oui, quelque chose de plutôt symbolique, presque amusant. Enfin, c'est des trucs de sauvage. Et quand on approche ce monde-là, en fait, on découvre une toute autre réalité. Toi, je sais pas comment tu pensais les plantes avant d'y aller, mais c'est vraiment une dimension très différente. Alors moi, quand je suis allé, si tu veux, quand je suis parti en Amazonie, je ne pensais pas, je pensais que tout ça était une science, sans doute de l'esprit, une façon de naviguer dans des états particuliers, etc. Et puis après, il y avait un peu de folklore autour, avec des esprits, des gens des esprits, voilà tout ça. Bon, ça, c'est vrai que c'est ce que je pensais. Et puis, j'ai même mis un peu de temps malgré la force de l'expérience, mais à un moment donné, je dis non, c'est pas du folklore. Alors, je dis pas que là, il y a un monde avec des esprits qui vivent. Je dis juste qu'il y a une intelligence, une conscience dans les plantes qui vient venir s'exprimer à nous avec un archétype humain qu'on appelle esprit, mais comme ces plantes, elles font, il y a des fleurs qui imitent la femelle bourdon pour que le mâle prenne le pollen. Et là, le pollen, c'est un pollen d'idées, hein. Voilà, et c'est une interrelation avec la nature. Donc oui, il y a de l'intelligence, mais moi, je veux dire maintenant, chaque fois que j'avance, moi, dans mon chemin avec les Indiens, je trouve que je pense qu'il y a de la conscience finalement partout, quoi. Voilà, et qu'il faut respecter tout parce que tout est vivant. Et je me dis, oui, c'est fou. Alors nous, on peut dire, les plantes sont un peu nos esclaves pour manger, ils sont à notre service, mais il y a peut-être une autre vérité où nous, elles nous demandent de les cultiver et nous, on est à leur service. Alors après, on a un peu trahi le truc avec tout ce qu'on met comme pesticides et tout ce qu'on fait. Mais je pense que c'est des alliances. Et c'est ce que disent les Indiens. D'ailleurs, moi, je le constate en fait. Il y a des alliances parce qu'il y a d'unité où tout essaie d'aller vers la conscience et une harmonie. On a un corps gigantesque. Dans ce corps, il y a différentes cellules et que ces cellules communiquent entre elles. Et nous, on en fait partie, les humains, et les plantes en sont d'autres, et le vent, l'eau, et les éléments. Et, voilà, et tout ça, on est ensemble dans quelque chose. Euh, et ça me paraît totalement logique. Et je me dis, c'est fou comme je n'y ai pas pensé avant. Parce qu'en fait, une fois qu'on fait les expériences, qu'on vit les choses, on se dit, mais bien sûr, voilà, là, le monde est cohérent. C'est logique, on n'est pas. Voilà, c'est logique, en fait, pour moi. Chose que
Là, je serais moi, il y a 25 ans, et je regarderais cette vidéo, je vais me dire, bon, il est sympathique, mais il est un peu dans un monde de bisounours. Et je le comprendrais parce que je sais où j'étais. Mais voilà, moi j'ai fait ce chemin et moi je suis là, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je me sens à l'aise et ça me paraît beaucoup plus cohérent de penser le monde comme ça, comme les indigènes. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont aussi pour se faire soigner au niveau psychologique, enfin, qui cherchent des expériences spirituelles, mais aussi d'autres personnes qui vont parce qu'elles sont dans un mal-être. Et puis, bah, il y a les communautés Shipibo qui utilisent aussi ces expériences pour aller mieux. On peut dire que ça peut être utile dans quel type de maladie ou de pathologie ou de problème. Euh, je pense que dans tout ce qui est psychologique, des affections psychologiques du type dépression, mal de vivre, des traumas aussi, des traumatismes, avoir vécu quelque chose un accident, un choc, quelque chose de choquant, un deuil trop rapide, ou voilà. Ça, je pense l'ayahuasca et les diètes, la médecine des Shipibo et la médecine des plantes peut être très, très efficace. Après, elle peut l'être pour des affections, elle peut l'être pour des affections organiques, mais ça, ça, je peux pas vous donner de détails. En fait, faut rentrer faut rentrer mais oui. Puis j'aime pas trop parler de ça parce qu'il y a toujours notre médecine et voilà. Mais parfois dans des choses graves que notre médecine soigne avec difficulté, il y a souvent un complément. Donc en fait, après il faut rencontrer des gens je dirais moi là où c'est évident, c'est ça. Voilà, ça c'est évident. Et après c'est des cas par cas. Ça peut beaucoup aider dans certains types de maladies, mais je veux pas, voilà, je veux pas donner de détails. Je crois qu'on en avait mis un peu dans le livre. François en parlait un peu plus parce que lui, il a plus de pratique. Mais, euh, mais par contre, c'est des choses qui ne sont pas recommandées pour certaines affections psychiques. Par exemple, si vous êtes bipolaire, schizophrène, tout ça, c'est à proscrire. Il faut pas. Parce que, voilà, par essence. Essence, c'est des choses qui peuvent se résoudre et s'aggraver tout de suite après plus, puisque c'est l'histoire de ses habitudes. Si on a des problèmes à dompter sa pensée et qu'on est attrapé par des choses, on va à un moment donné s'ouvrir, pas percevoir ça forcément, là où et puis après se refaire attraper par une vague derrière qui s'appuiera sur cette porte ouverte. Donc c'est pas conseillé. Voilà. Après. Euh, les diètes de plantes sans prise d'ayahuasca, ça c'est bon pour alors encore plus de choses. Voilà. Et même là, je pense pour ces affections, tant qu'il n'y a pas de plantes psychoactives à l'intérieur, je dirais. Mais, euh, mais voilà, en fait, ce qui est formidable, c'est que, enfin, pour moi et pour ceux qui connaissent les plantes, c'est qu'on a vraiment plusieurs médecines, plusieurs façons de se soigner. Parfois, il faut faire un combo. Je pense que moi, si j'avais certaines maladies, j'irais voir la médecine allopathique à un moment donné parce qu'il y a un savoir-faire, et puis après, j'irais voir les médecines alternatives, l'ayahuasca et autre chose, et comment me reconstruire, par exemple, ou me reprendre. Donc, c'est un plus, en fait. Voilà. En tout cas, je pense que ce qu'on pourrait donner comme conseil, c'est que les personnes qui veulent partir en Amazonie, c'est qu'elles se renseignent d'abord par rapport à leur état, si c'est indiqué ou pas. Parce que vous le dites aussi hein, dans le bouquin, c'est que bah, les Shipibo, ils connaissent pas nos médicaments. Et donc, ils peuvent pas nécessairement non plus connaître les contre-indications par rapport à certaines substance qu'on prend de façon tout à fait légale chez nous, prescrite par un médecin, et la médecine ayahuasca, et donc pas les diètes, mais sur l'ayahuasca. Donc c'est quand même important de se renseigner avant de partir si c'est une bonne idée ou pas pour soi.
Bien sûr, puis notamment quand on parlait de dépression, par exemple, une dépression, oui, alors ça peut vraiment faire des choses très très positives. Mais par contre, il faut y aller en ayant stoppé les antidépresseurs éventuels ou toute médication qui touche la psyché. Toute médication qui touche la psyché doit être arrêtée plusieurs semaines avant. C'est pareil, qu'est-ce que font les médicaments sur votre psyché? Ils fabriquent un barrage à un moment donné. Quand vous allez prendre les plantes, le barrage il va exploser. Et s'il y a beaucoup de choses qui sont accumulées de l'autre côté du barrage, c'est pas pareil que quelqu'un qui va prendre les plantes dans une rivière et il a toujours son flux à lui de ses problèmes, hein, de sa dépression, de ses angoisses, mais il les a constamment, il a le flux. S'il y a le barrage, on se prend beaucoup. Enfin bon, il y a aussi des contre-indications chimiques. Donc il faut, oui, il faut se renseigner. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont allés prendre des plantes. Et donc il y a quand même des recommandations qui existent. Et, Oui, la mais Société française de psychédélique française a d'ailleurs fait un petit bouquin hein, sur pour la prévention des risques et donc ça permet aussi d'avoir un petit guide. non, non, c'est très bien. Donc c'est pas. Parfois, je rencontre des gens qui vont un peu, bon, ben, c'est la médecine miracle. Euh, Ou alors, je m'en sors plus dans cette société, ça me convient pas du tout, je vais aller vivre chez les Indiens, je vais devenir guérisseur. C'est jamais un endroit où ce qui peut être une fuite. Voilà. Il faut surtout pas oublier ça. Parce que tout ce que on fuit, qu'on veut pas regarder, même, et on fait partie de la société, on va se le reprendre direct derrière avec les plantes. Ou avec la diète ou quoi que ce soit. On est dans une tribu, c'est là qu'il faut agir. On peut aller prendre de l'énergie, on peut aller se rééquilibrer ailleurs, mais il faut pas se dire, faut pas y aller en fuyant en fait. Voilà. Parce moi je dis même, je dis souvent, on a tous, si on va aller prendre des plantes, c'est bien d'ouvrir un peu tous les placards, qu'on n'ouvre pas trop parce qu'on néglige des choses dans la relation d'amour qu'on a avec quelqu'un, dans les relations de famille, de juste franchement regarder un peu avant d'y aller et se dire, est-ce que c'est bien? Bon, c'est pas terrible. Ah, allons un peu plus loin. Pourquoi c'est pas terrible? C'est pas une question de se faire la thérapie. C'est juste une question de commencer à un peu regarder et de le faire avec un thérapeute. D'ailleurs, c'est peut-être même très bien parce que ça va permettre de se dire, bon, je sais au moins, j'ai ces placards qui vont s'ouvrir. Donc, quand ils s'ouvriront, je ne serai pas surpris. Plutôt que d'y aller la fleur au fusil en disant, voilà, je vais dans le monde indien, c'est là que je veux être et de se prendre un gros coup. Dans Voilà. la gueule. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer cet entretien? Une chose que j'ai pas faite, c'est peut-être se donner le temps. Voilà. Je pense que les plantes, euh, parfois, c'est bien de se donner un peu le temps. Même si donc on a une rencontre forte, d'espacer un peu, de pouvoir intégrer en fait. Je vois aujourd'hui une autre chose qui se passe, c'est que parfois des apprentis enchaînent les diètes, les diètes, les diètes, mais tout le temps. Et on n'a pas l'intégration d'une diète profonde de plantes, de sa médecine. Ça met des années, même une seule diète de quelques mois peut mettre un an ou deux à être intégrée. C'est d'un coup, voilà, comprendre, on a encore des rêves, des pensées, des choses, on commence à, à la rentrée. Donc d'être un peu prudent dans cette chose de rythme. Elle vient souvent quand on a une forte rencontre. Et donc c'est la période de l'idylle, on va dire, et on a une forte rencontre, donc on veut enchaîner, on veut diéter plus, Oui, on c'est ce que veut... tu as fait, hein. Tu as été un peu dans le dur, toi. Voilà, moi T'arraches un peu, hein. j'étais dans le dur, mais je me suis mis dans des états et dans des situations difficiles que j'aurais pu éviter. Voilà, donc on se dit toujours, c'est bien que si les autres peuvent l'éviter, et puis de toujours de pas oublier que quand on est avec les plantes, on y est pour c'est pas quelque chose qui s'en va. Voilà. Pas quelque chose qui vient parfois au début vous pouvez avoir des remontées la nuit, vous dire oh mon Dieu non, moi je veux laisser tout ce qu'il y a à la cérémonie, puis maintenant je veux retrouver mon moi d'ailleurs. Ben, c'est pas vraiment comme ça, hein. Et c'est bien quand on a diété des plantes, quand on a passé du temps là-bas, de trouver un petit moment dans la semaine, hein, je dirais, pas forcément comme moi dans la journée,
mais pour avoir des jolies pensées avec ce qu'on a vécu. Parce que c'est ça, les plantes, elles sont avec nous. C'est un ami proche, d'un coup, de lui faire attention parce qu'il est toujours là, en fait. Voilà. Et donc de penser à ça. Et de pas le voir en se disant non, mais moi je veux pas, je le repousse. D'accepter, de l'accepter. De l'accepter, et c'est pas. Voilà, vous pouvez aussi très bien au moment dire aux plantes, foutez-moi la paix, maintenant, là, je veux être seul. Mais on ne le dit pas comme ça. Et on les remercie. Et c'est difficile hein, dans notre monde de penser aux plantes comme à des personnes. Mais moi, c'est comme ça que c'est vraiment comme ça que j'ai ces relations. C'est comme avec des personnes. Voilà. C'est une belle fin parce que j'espère que pour beaucoup, ce sera aussi un début d'ouverture de voir les plantes différemment. Exactement. On n'est pas obligé de toute façon, pour avoir des belles relations avec les plantes, d'aller au fin fond de l'Amazonie et de prendre des plantes. Moi, j'avais sans doute besoin, mais il n'y a pas besoin. Et voilà, si juste ça a déjà indiqué quelque chose à des gens de regarder même ses propres plantes qu'on a autour, qu'elles regardent déjà comme des amis avec qui elles parlent un petit peu, mais encore plus profondément. C'est vraiment des alliés. Voilà, c'est nos alliés. Faut les aider car elles nous aident. Un tout grand merci, Yann. C'était vraiment très chouette. Merci à toi, Evelyne. Bonne soirée, bonne journée. Vous avez aimé cet entretien? Pensez à le partager, à le commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Et à bientôt pour d'autres aventures.